Bonsoir, les terriens du dimanche. Bienvenue dans l'émission qui vous permet de savoir quel jour on est. Ce soir, dans les terriens du dimanche, notre invité fil rouge, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour sera face aux 7 mercenaires pour évoquer son nouveau livre, Destin français, publié chez Albin Michel. Les mariages mixtes, comment ça se passe? Monia Cachemire, lèvres à voile. Insalubrité, violence et crack aux portes de Paris par Pierre Licia. Et aussi, bien sûr, les terriens de Tanguy Pastureau. Voilà, l'émission s'appelle Les terriens du dimanche. Et ce soir, face à Éric Zemmour, les 7 mercenaires, vous avez chacun un slogan. Vous direz si on ne garde pas. Natacha Polony, votre slogan, vous le connaissez, c'est Iron Girl. Est-ce que vous voulez conserver votre slogan? C'est vous le chef. J'en ai un autre. Oula, j'ai très peur en revanche. La grande rousse avec un blouson noir. Alors aujourd'hui, c'est vrai, mais il m'arrive de me changer. Vous préférez Iron Girl ou... Bon, allez-y pour la grande rousse, ça nous La changera, grande parce que rousse c'est déjà- avec un blouson noir. Et votre sampleur, on le connaît. Moi je reste attaché. Ah, ils sont terrorisés avec cette histoire de slogan. Il y a Golnadel qui me regarde méchamment. Je dois reconnaître. Et tu vas voir ton sampleur, mon garçon. Alors, vous le savez, pour détourner un avion, il faut être dedans. Elle est là. Ça vous plaît ou pas? Ça me plaît bien, mais je veux bien Le nouveau. donner sa chance à un nouveau... Le nouveau slogan, insoumise, sauf Alexis Corbière. Ça te plaît. So cute. Elle leur demande. On va garder l'avion. On va garder l'avion. Le sampleur, c'est toujours le même. Les raquettes du samedi, du bleu sur les paupières, tourne aussi. Alors, Absatou, votre slogan, il vous va, non? À l'âge où tu demandais un peu d'argent de poche à tes parents, elle avait déjà créé sa boîte. Ça me va. Sinon, j'en ai un autre qui est bien. Hein. C'est quoi? Black is the new black. Ok. C'est pas mal, hein? Celui-là, Je voilà. me demande s'il n'est pas mieux, celui-là. Alors, là où vous allez me détester, c'est le sampleur. Ah, Ouais. les bisounours? Non, c'est capricieuse. Capricciosa, sei bellissima però capricciosa, carissima però capricciosa. Regarde, hein. Ça, j'ai le droit de le changer Ma ou pas? dopo tutto mi... Faites ce que vous voulez. Parce que c'est pas vrai. Je pense pas être capricieuse. Ah bon? Non. Ah merde. Je pense que tu penses que je suis capricieuse. Ah, merde, mais en je fait, me j'ai suis pas trompé, besoin de mettre alors. de caprice parce que tu sais, les femmes d'aujourd'hui, quand elles veulent un truc, elles le prennent. Elles Ouais. n'attendent pas qu'on leur donne, donc elles Ouais. n'ont pas besoin d'être capricieuses. Donc vous gardez votre ancien sampleur. Exactement. D'accord. Comme vous voulez. Monia Cachemire. Il me garde pour la fin. Votre slogan, c'est la chroniqueuse la plus élégante de la télé, mais j'en ai un autre. Elle est à la mode et elle taille des costards. Ah oui, c'est bien ça. C'est pas mal, hein? Pas mal. Nouveau sampleur. Travail dans la main. Vous, c'est... Il est végétarien, mais il dévore les politiques. Vous en voulez un nouveau? Ouais. On va voir si vous le prenez, hein, d'accord? Tête à claque, tête de mule, mais surtout tête bien faite. Ouais, très bien. Ça C'est vous gentil, va? ça, ouais. Sampleur. Encore une danse, je rejoindrai mon vieux mari après. Et voilà, maintenant, on arrive à Gilles William Golnadel. Tu préfères Alors, cette année? votre slogan, Non, c'est regarde. Non, ça me l'avocat qui se défend très bien Non, lui-même. très bien, non. Sinon, j'en ai un autre. Non, non. Contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est Non, contre. non. vous- En plus, c'est ben, faux. voilà. Non, Alors, non, on garde le premier, mais... Passons tout de suite au nouveau sampleur, Emma. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Dédicace pour moi. Je fais partie d'un peuple qui a beaucoup souffert. Tonton David. Non, mais c'est de pire en pire. Alors, Je crois que je préfère encore méchant, carrément méchant. ah ben allons-y, non, il n'y a jamais content. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Il n'y a pas autre chose? Ah non. Alors la mort dans l'âme, je garde le carrément méchant à la Ah con. ouais, ah ouais. C'est le, Parce que peuple, le second... le peuple qui a beaucoup mais- souffert. Mais c'est une honte totale. Ah bon, pourquoi? Nous plaiderons là-dessus. Pourquoi? C'est pas un peuple qui a beaucoup Mais souffert. non, mais c'est un côté victimaire qui ne me ressemble pas du pas du tout. Ah, Pas du d'accord, tout, ok. c'est le contraire de ce que je suis, monsieur. Très vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, Alors non. maintenant, on arrive à Éric Zemmour, mesdames, messieurs. Voilà, allons-y. Alors votre slogan, c'est là. le David Vincent du 21e siècle. T'as compris? Oui, Ah, celui qui luttait contre les mais envahisseurs. j'avais compris, c'est mon enfance.
t'as vu son doigt Eric, tu l'as vu son doigt Elle a joué comme ça, Monia. Ouais, et il est Et Absa, toi aussi. Hein. Ouais, moi aussi. Hein. Toi aussi. Il y aura un calamar là-dedans, je serais pas étonné. Zemmour aussi, il a le doigt comme ça. Ouais, Oui, ouais. c'est vrai. Mais c'est pas le doigt. On commence avec l'invité fil rouge face aux 7 mercenaires. Alors voilà, Eric, ils ont chacun une question à vous poser et on commence avec celle de Gilles William Goldnader. Ton dernier bouquin, qui est, pour ce que j'en ai lu, excellent, on n'a qu'une seule envie, c'est de continuer. Il est bien écrit, il est intelligent et il est courageux, ce qui te caractérise. Cela étant, tu me permettras de te dire, d'ailleurs c'est toujours ce qui nous oppose, c'est la question juive. Tes 2 articles sur Pétain et sur De Gaulle ne me vont pas. Ils ne me vont pas parce que je ne te reproche pas du tout de trahir la France ou de trahir le peuple juif. Je te reproche d'une certaine manière de trahir Zemmour. Je veux dire par là que tu es un bon écrivain mais un mauvais architecte. Ta thèse, en gros, mais sans te caricaturer, c'est que De Gaulle et Pétain et De Gaulle, c'est kiff-kiff bourricot. Pétain, c'est l'homme qu'il fallait détester. De Gaulle, c'est l'homme qu'il fallait aimer. Le premier, à cause de la défaite, il n'était pas pour grand-chose. Le deuxième, à cause de la victoire, il n'en était pas beaucoup plus responsable que cela. Le premier, c'est le bouclier, même s'il est un peu percé. Le deuxième, c'est le glaive, même s'il est un peu émoussé. Et donc ni l'un ni l'autre ne sont le diable et le bon Dieu. Et tu fais une sorte de construction assez symétrique, assez belle, mais je te reproche d'avoir raboté quand même pour pouvoir tenir debout ton édifice qui est bancal. Et ce qui nous oppose, une fois de plus, c'est que pour faire tenir de ça debout, tu oublies quelque chose, et je te fais le reproche d'être beaucoup trop indulgent par rapport aux lois de Vichy sur les Juifs d'octobre 1940, sauf que les lois de 1940 sont, de mon point de vue, une ignominie. Tu as un premier problème, William. C'est que sur cette période-là, comme disait Mitterrand, il n'y a pas d'un côté le noir, de l'autre côté le blanc. Tout est gris. Surtout avec la France. Deuxième chose, De Gaulle et Pétain. Le glaive et le bouclier. Vieille thèse de Robert Aron qui est vilipendée aujourd'hui, qui est moquée aujourd'hui, qui est dénigrée aujourd'hui par tous les historiens. Moi, je pense que c'est la bonne thèse. Je pense que, comme disait Mauriac, De Gaulle a pensé à la France et que Pétain a pensé aux Français. Ce que tu ne veux pas voir, ce que personne ne veut voir aujourd'hui, c'est que la France a perdu en 1940 comme elle n'a jamais, tu m'entends, jamais, peut-être depuis Azincourt, perdu une guerre. Que la France a été écrasée, écrabouillée. Comme dit De Gaulle après, pour la première fois de son histoire, elle ne s'est pas comportée en grande puissance. Et c'est une humiliation absolue que les élites françaises pensent que la France va disparaître. Tu m'entends, Gilles William? Disparaître. Deuxièmement, entre De Gaulle et Pétain, c'est simple. J'ai voulu montrer qu'ils venaient du même milieu, de la même histoire, que ça déplaise ou non, c'est comme ça. Oui, mais ce sont les deux frères d'une même famille qui finissent par s'affronter parce que quelque chose les dépasse. Troisièmement, il y a en vérité, si tu veux, la stratégie de Pétain est simple, c'est défini par 1806 Iéna, c'est-à-dire ce qu'ont fait les Prussiens avec la France, c'est-à-dire se remonter après une défaite très lourde en copiant le vainqueur et prendre sa revanche 7 ans plus tard avec la bataille de Leipzig. C'est la stratégie de Pétain. Okay. De Gaulle a très bien compris cette stratégie. Il a une autre stratégie de complément qui est tenir l'épée de la France pour la plus grande gloire de la France. Au départ, ces deux stratégies sont complémentaires. Et après, elles deviennent d'opposition. Maintenant, sur la question juive. Oui. S'il te plaît. Je n'ai jamais défendu les lois d'octobre 40. Je dis évidemment que elles sont ignominieuses et elles sont stupides en plus. Ce que je dis, c'est que, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte. Il y a une pression allemande, que les historiens le veuillent ou non, c'est écrit noir sur blanc dans le journal de Baudouin du 1er octobre, et tout le monde utilise le 10 octobre et pas celui du 1er octobre, où Laval dit
Si ça continue, les Allemands vont nous imposer leur l'ont législation fait. antisémite. Ils Non, l'ont fait. Non, leur législation antisémite. Et qui est contre cette législation d'ailleurs? Le premier, c'est Laval. C'est ça vrai. qui est le paradoxe. C'est vrai. lui qui sera fusillé 5 ans plus tard. C'est vrai. C'est le moins antisémite de tous. Bon. Ils font ces lois. L'erreur de Paxton, c'est de penser, et l'erreur générale aujourd'hui, c'est de penser qu'il y a un lien entre les lois antisémites d'octobre 40 qui, en gros, je ne pourrais pas venir là pour discuter avec vous. J'aurais pas pu être journaliste, j'aurais pas pu être fonctionnaire, j'aurais pas... Bon. Golnadel n'aurait pas pu être avocat, etc. Bon. Donc, en fait, il y a un lien, selon Paxton, entre ces lois et la solution finale, et l'extermination des Juifs. Or, c'est faux. À l'époque, les lois d'octobre 40, tout le monde s'en fout. C'est la vérité. Et alors? Et alors? Et alors? J'affirme que tu ne peux pas prétendre que De Gaulle, qui a refusé longtemps de transiger, aurait accepté, alors même qu'il n'y avait pas une pression forte, de considérer les Israélites français, dont tu t'honores d'être comme des sous-citoyens, et d'avoir fait une loi encore plus sévère que les lois fascistes de Mussolini. Tu ne veux pas comprendre une chose. C'est ce que j'essaye de t'expliquer pour Iéna. À l'époque, quand le vainqueur gagne, on se dit, qu'est-ce qui l'a fait gagner? Et on se dit, dans l'esprit du temps, c'est peut-être d'avoir éliminé les Juifs. Mais c'était pas pays. ça. Ok. Là, Si, c'était ok. C'était la revanche contre Dreyfus. C'était la révolution nationale. Mais non, ça c'est le mot de Pétain en Mais 45. Non mais attendez, Éric Zemmour, pour conclure, moi j'ai toujours cet exemple du type qui a fait la guerre de 14-18. En 1940, il rentre chez lui, sa femme lui dit « T'es convoqué à la préfecture ou à la mairie ». Elle lui dit « Méfie-toi ». Et il dit « Mais chérie, je ne peux pas me méfier, puisque j'ai fait la guerre de 14-18 pour la France. » Il va à la mairie ou à la préfecture et il part à Auschwitz. Et ça, Non, Éric il Zemmour... part pas à Auschwitz, c'est faux. Éric Zemmour, C'est faux. il n'y en a pas qui sont partis à Auschwitz. C'est faux. Comment non? Les Français Comment de la non? guerre 14 ont été les mieux Mais protégés. pas- Parce que les Allemands se sont grattés après pour les rafler. Et ça, Éric Zemmour. Les Alors, il a fini. Quand il n'y a plus Vichy, quand il n'y a plus Pétain. Mais il a fini par partir. Tu fais exprès de mélanger tout. Il était dans le fichier Tullard. Non, mais- Il était dans le fichier Tullard. C'est les Allemands à cause en des lois. 44. À cause, non, Eric, Si, à monsieur. cause des lois déjà anti-juives de Non. Pétain, il était C'est sur le faux. registre. Arrêtez-vous. Bon, Ça c'est n'est pas fini. vrai. De toute façon, Ça n'est pas vrai. Non, de toute façon. Moi, Je si ne j'avais veux pas combattu pour la France et qu'on m'envoie à Auschwitz... C'est faux. Voilà, c'est faux. Pétain a protégé les combattants de 14 jusqu'au bout. Oui, mais- Et c'est les... oui, Tant bah, qu'il oui, a bah pu le oui. faire, tant qu'il Comment? a pu le faire. Oui, tant Ah, qu'il a d'accord, pu le bah faire. voilà. Merci. D'accord, Peut-être ça, il a fait en Merci. Raquel Garrido, votre question, mon petit. Alors, on va parler, Éric Zemmour, d'un sujet qui vous obsède depuis longtemps. Ok, ça y est, vous aussi, la psychiatrie. Vous avez parmi les 44 portraits, donc 4 portraits de femmes. Et à cette occasion, donc dans ces 4 présentations, vous dites en gros tout le mal que vous pensez des femmes en politique. Très juste. À propos de la Pompadour, vous dites, et c'est vrai d'ailleurs, vous dites, elle est plus que maîtresse du roi. Elle est favorite. Elle Très est vite, elle n'est plus plus maîtresse que du roi. favorite. Elle est reine. Elle est plus que reine. Elle est Premier ministre. Mais c'est à cette influence immense sur le roi Louis XV que vous attribuez en fait la décadence et la chute de l'aristocratie De la monarchie. tout entière, effectivement. Absolument. Toi, t'as bossé, Sur Raquel. Germaine de Staël. Alors, c'est fascinant, Germaine de Staël, parce qu'il n'y a qu'à lire le premier mot du chapitre et le dernier mot du chapitre. Le premier mot, c'est « elle parle ». Point. Voilà. Elle parle sans discontinuer. Et le chapitre termine « Germaine parle, parle, parle ». Bon, bah donc c'est simple. En fait, ce que vous lui reprochez fondamentalement, Pas du c'est de tout. parler. Pas du tout. Pour vous, la femme convenable, c'est la femme qui, dans l'espace public, Pardon, se tait. là vous dites n'importe quoi. Ah C'est non. un jeu de miroir. Ah, Vous savez, ça se et- fait en littérature. Bah, je commence et que c'est je finis de la signifiant. même façon. Mais je C'est vous la rappelle. parole, c'est la femme Oui. qui prend l'espace Non. des idées par les lettres et par la Oui, parole. C'est ça qui, au absolument. fond, vous ennuie. Mais surtout quand elle se rencontre contre la France. Si elle, Non, si pas elle- surtout, Mais parce que si, sinon vous mais n'auriez si. pas commencé par elle parle. Non. Vous auriez commencé par ce qu'elle dit sur l'Allemagne. Bref, Non, c'est pas pas ce que du vous avez tout. fait. Bien, Donc, Raquel, continue. alors, dernier point, alors là, bon, Simone de Beauvoir, Simone. voilà, vous l'étriez absolument, et pas qu'elle d'ailleurs, le féminisme. Vous dites que c'est l'idiot utile du capitalisme. Ah oui, ça devrait vous vous parler. accusez ses mœurs, sa soumission amoureuse, son homosexualité. Hein, vous dites c'est drôle. J'accuse pas. Le J'accuse féminisme est la théorie, le lesbianisme la pratique. C'est les Américains qui disent ça. Son refus, bah, c'est vous qui l'écrivez là, Oui. qui le rappelez. Alors du coup, en lisant ces pages, Éric Zemmour, moi j'ai une question qui m'est venue. Vous êtes père de famille. Alors si votre fille devenait la première femme présidente de la République française, pour vous ce serait quoi?
une fierté parce que c'est votre fille ou un drame parce que c'est une femme? Bonne question. Les deux, en général. Mais c'est pas possible que ce soit les deux, il faut choisir. Non. Il faudrait, soit vous êtes fidèle à ce que vous avez écrit Il et peut tout ce que je viens il peut d'écrire, tout à fait y ou avoir. alors Il peut tout à fait y Donc avoir. vous ne voulez pas que votre fille devienne président de la Il République? peut tout à fait y avoir une contradiction entre la personne privée et la personne publique. La personne privée peut être fière de sa fille, la personne publique peut y voir un signe supplémentaire de la décadence. Dites-moi, Éric Zemmour, elle va apprécier votre fille. Non, c'est- Elle s'appelle comment Clarisse. Rachel Clarisse. Clarisse, c'est français ça. Ah oui, ça c'est français. C'est tout votre question, Éric Zemmour. J'ai pas de questions. Je suis allée chercher de l'aide. Et je crois que j'ai eu raison de le faire. Magnéto, Serge. On reçoit Éric Zemmour. J'ai quand même très peur de perdre mon sang-froid en plateau. C'est un habitué des clashs. Il a des positions qui sont parfois particulièrement tordues. Faut me donner quelques tips. Moi, je commencerai d'abord par comment ne pas le prendre. C'est-à-dire, il ne faut pas bondir sur le siège comme vous venez de le faire. Là. Ah, non, il ne faut ça pas se être voit. énervé, oui. Il faut rester dans un débat intellectuel. C'est la première émission de l'année. Je veux être au top, que ça déstabilise Éric Zemmour. Il faut que vous m'aidiez à poser la question que jamais personne ne lui a posée, que jamais personne n'a osé lui poser, pas même vous. Vous êtes chaud ou pas? Oui, j'ai quelques idées. Je pense que ça va l'intéresser. Je ne sais pas si ça va être problématique, mais moi, à votre place, je lui demanderai à quel point ses origines influencent sa pensée. J'ai répondu. Sa question, qu'est-ce que c'est? C'est la question des marxistes dans les années 60-70. D'où parles-tu? Exactement, d'où parles-tu? Donc c'est très simple. Je parle d'une famille israélite, française, en Algérie depuis des siècles, colonisée par la France, puisque on était sans doute une tribu berbère judaïsée, c'est ma thèse, je pense qu'elle est proche de la réalité, et qui a combattu la colonisation française, puis qui a eu la nationalité française, et qui bénit la France de l'avoir colonisée. Donc, moi, je ne nie absolument pas que mes origines, mon histoire, ont influencé ma pensée. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Maintenant, ça ne veut pas dire que... On peut, vous comprenez, on a fait beaucoup d'interprétations diverses. On a dit que j'en voulais aux Arabes et aux musulmans parce que l'Algérie était devenue indépendante. Ils sont mal tombés. Moi, dans ma famille, tout le monde bénissait De Gaulle d'avoir abandonné l'Algérie. Ils étaient miséreux en Algérie. Vous m'entendez? Miséreux. Mon grand-père paternel était un cordonnier. Cordonnier. Il avait 9 enfants. C'était la blague à la maison. Mon père nous racontait comment il se partageait une orange en 4. Je vous dis, je suis un Français colonisé par la France et je bénis la colonisation. Comme les Gaulois bénissaient les Romains au bout d'un moment. Exactement. Oui. Je suis un gallo-romain. Oui. C'est ce que j'essaye d'expliquer. C'est simple. Donc quand on vient me dire que quand on m'interroge là-dessus, il n'y a rien de plus simple. Bien, Natacha, votre question, Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour, on a vu depuis le début que finalement, vous l'avez dit vous-même, vous pensez en bloc. C'est vrai sur un des passages qui est quand même assez extraordinaire dans votre livre, c'est celui sur Victor Hugo. Donc vous nous expliquez que Victor Hugo a un tropisme pour les voyous, les crapules, les assassins. Voilà, en gros, il valorise Jean Valjean dans Les Misérables et il explique que Javert, le policier, est un méchant, alors que Jean Valjean, l'ancien bagnard, est un gentil. Et pour vous, en gros, Victor Hugo, c'est Christiane Taubira, quoi. C'est-à-dire que c'est le père de tous les angélistes qui excusent les racailles, qui pourrissent de certains quartiers de France. Alors, c'est quand même assez fascinant. C'est-à-dire, Jean Valjean est allé au bagne pour avoir volé du pain. Voilà. Et ce qu'explique Victor Hugo, c'est que à cette époque, oui, on peut faire du bagne pour ça. Et il n'y a pas de juste milieu chez vous, Éric. C'est-à-dire, parce que aujourd'hui nous sommes dans l'excès inverse, il faut expliquer que c'est de la faute de Victor Hugo qui, lui, défendait les malheureux dans une société qui était totalement oppressive. Donc on ne peut pas imaginer, selon vous, que Victor Hugo, à son époque, avait raison, mais que ceux qui se réclament de Victor Hugo dans une situation qui est totalement différente, sans doute se trompent. Je vous reconnais bien là. Vous savez, le juste milieu, vous avez employé une très bonne expression. C'est comme ça qu'on définissait le régime de Louis-Philippe, à l'époque justement de Victor Hugo. Non, moi je pense, à la juste mesure d'Aristote, c'est pas exactement Non, mais pareil. bien sûr, mais vous, c'est normal.
Vous êtes Ah bon institutrice et moi je suis l'élève, vous savez, c'est connu. Oh bah alors, vous êtes vexée? Non, pas du tout, pardon. pas du tout. Oh, Je suis pas du tout excusez-moi. vexé. Pas du tout. Oh, pas je suis- du non, je suis désolée. C'est parce Non, que mais- j'ai essayé moi aussi de parler Mais d'histoire, vous de avez politique. très bien Pardon. fait. Vous avez Excusez-moi, très Eric. bien fait. Et je vais vous répondre. Il est évident que j'estime que la compassion est une catastrophe moderne. Bien sûr, qu'on crève. Vous Bon. avez raison. On est d'accord. Voilà, que tous crèvent. Encore une fois, j'essaye d'expliquer d'où ça vient. C'est ça l'objectif de l'histoire. Sinon, l'histoire ne sert à rien. Sinon, vous parlez comme les historiens modernes qui expliquent qu'on ne peut pas tirer de leçons de l'histoire. Maintenant, Si, je on viens, en tire. si vous me le permettez... On en tire l'idée qu'il y a eu des excès dans un sens puis dans l'autre. Non, mais c'est un juste milieu. Il y a des excès. On dit, vous êtes le Bayreuth de ce plateau. Ah ben, il y a des excès. Ah ben, il faut rester au centre. Hein. Il faut faire attention. Hein. Non. Bon, maintenant, je Il y a réponds sur le fond, si vous me centrisme permettez. Le fond, c'est Ouais, pas bien la sûr. chose. Éric Zemmour. Je peux. Je prends un texte qui est de Victor Hugo et qui est une condamnation de la peine de mort, qui est le premier texte. C'est Oui, très il important est ce du texte, condamné. parce que même Beccaria, auquel fait référence Victor Hugo, dans certains cas, défend la peine de mort. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot défendent la peine de mort. Et Victor Hugo est le premier qui dit qu'il faut abolir la peine de mort dans tous les cas. Deuxièmement, son texte qui est étudié aujourd'hui dans tous les collèges. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du coupable, du type qui va être condamné à mort, une victime parce qu'il va être condamné à mort. Et il ne parle à aucun moment de ce qu'il a fait, à aucun moment de la victime. Elle est niée, exactement comme aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on fait. On victimise les coupables et on nie les victimes. Et ce que j'ai montré dans Victor Hugo, c'est que vous savez, Victor Hugo, politiquement, il a été tout et il s'est trompé sur tout. Il a été légitimiste, il a été orléaniste, il a été bonapartiste, il a été républicain. Il n'empêche que c'est un génie. J'admire Victor Hugo, j'adore Victor Hugo, je le lis régulièrement. Les poésies, les romans, je voue une admiration pour 93. Vous comprenez bien que ce n'est pas mon problème. Vous voyez bien que je peux nuancer. Je peux admirer l'écrivain et je peux détester le politique. Et j'estime que Victor Hugo a inoculé un double virus. Le virus de la fascination pour la racaille, pour la canaille, comme on disait avant, pour les criminels. C'est Charles Péguy, que je crois vous admirez, qui dit « Victor Hugo aimait les assassins, c'est sa grande naïveté ». Et il a inoculé le virus de la victimisation et de cette néantisation de la victime et de cette victimisation du coupable qui nous tue aujourd'hui. Donc je le dis, je l'explique, je pense que c'est intéressant. Très bien, ben voilà. C'était les 7 mercenaires face à l'invité Fil Rouge. Monia, bon, on passe à votre zone libre. Actuellement, la France épouse une nouvelle tendance, donc celle des mariages mixtes. Comment ça se passe? Vous avez voulu lever le voile, Monia. Oui, en fait, je me suis surtout posé la question. Vous voulez une pastille Vichy? Non, c'est gentil. Non, je me suis toujours. Bonne balle. Je me suis surtout posé la question, pour les gens de notre génération, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui un mariage dit mixte? Parce qu'avant, un mariage mixte, c'était un étranger ou une étrangère avec un Français ou une Française. Pour notre génération, ce sont deux Français avec une culture différente. Avec le mariage pour tous, aujourd'hui, un mariage mixte, ça peut être aussi un homme avec une femme. Donc je me suis posé la question, puis après j'ai su que vous étiez à un mariage mixte cet été. Ben, j'étais au mariage de ma fille, donc qui a épousé un Anglais, dont le père est juif. Vous avez accepté ça, vous? Ah ben sans problème. Ah, c'est vous, là? C'est la deuxième qui se marie avec un juif, donc ça va. Quand ça veut pas sourire. Et donc sa mère, la mère de ce garçon, est non seulement d'origine indienne, mais en plus Hare Krishna. D'accord. Voilà. Donc on a fait un mariage indien. Un mixte ou pas? On peut appeler Un ça mix, mixte. oui, c'est un mariage mixte, oui, bien sûr, parce que ma fille est catholique au départ. Vous avez senti le choc des cultures ou pas? Moi, j'adore George Harrison, j'adore Hare Krishna. J'étais ravi de voir des Indiens chez moi. Et comme j'ai rien contre les Juifs, tout va bien. Ouais, moi, j'ai voulu enquêter un peu plus sur ce qu'on appelle le mariage dit mixte. Donc, je suis allée rencontrer un couple dit mixte de la première génération. Lui, il s'appelle Nordine. Il est arrivé en France à l'âge de 17 ans. Il était plongeur. Elle s'appelle Virginie, c'est sa femme. Et aujourd'hui, ça fait 17 ans qu'ils sont ensemble. Et il est devenu même le chef du restaurant. Et on regarde. À quoi ça ressemble? Magnéto, Serge. Ça vous fait quoi de revenir ici 17 ans plus tard? C'était hier pour moi.
On va se marier une autre fois. Allez, je vous Allez, déclare, hop. mari et femme, vous pouvez embrasser la mariée. Allez. Moi, j'ai recopié un poème de Baudelaire. Ouais. Et je lui donne. Et là, je lui dis, tu veux que je te le lise? Alors il commence à le lire, je lui lis, on se lève, hop, on s'embrasse là. Ah, et c'est comme ça que ça se passe? Oui. Bah alors, Nordine, qu'est-ce qu'on mange? Voilà la viande de salaire, ce qu'on était chercher tout à l'heure, chez Ouais. mon voisin. Les girolles qu'on les a épluchées tout à l'heure. Ouais. Et un foie gras au curcuma. Maison? Maison, tout est maison. Et relevé à la fenouil sauvage. Très bien. Moi, je grandis avec la règle, c'est mange ce que tu veux et habille-toi comme ton voisin. Donc, à l'extérieur, on est tous pareils. Et chez soi, on est comme on est. C'est la règle que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Et mon père m'a dit ça quand j'étais petit. C'est la règle. Chez toi, tu es chez toi. À l'extérieur, tu es tout le monde. Chez toi, tu es chez toi. À l'extérieur, tu es tout le monde. C'est les Bien. valeurs de la laïcité, Voilà. avec un accent tunisien. Donc c'est Voilà. possible. Magnifique. Voilà, on est d'accord. Ils sont Donc, incroyables. Ils ont eu des prix. Ce monsieur est comme moi, contre les voiles, contre les djellabas dans la rue, et il s'habille à la française. Il parle exactement comme S'habille moi. comme un Monsieur, chef. il est très bien. Il s'habille comme un chef. Un Rome Fait comme les Romains. Voilà. Donc, je ne me suis pas arrêtée là dans mon enquête, parce que vous savez, C'est bien. les mœurs sont changées. Et notre nouvelle génération, on est deux Français, deux cultures différentes. Donc, j'ai cherché un couple en dehors du mien qui était un peu dans cette même configuration. Et sans vouloir faire de l'entre-soi, je suis allée rencontrer Absatoussi et Vincent Cerruti, qui sont un couple médiatique. Bien, tout à fait. Et je les ai rencontrés parce qu'ils ont vraiment quelque chose à dire sur le sujet. Et aussi, surtout, j'ai été touchée parce que c'était la première fois qu'ils se confiaient sur leur couple et sur les difficultés qu'ils ont pu déjà rencontrer. C'est un scoop. Absolument. Magnéto, Serge. Alors Absatou, toi, tu es très populaire sur les réseaux sociaux. Tu reçois de nombreux messages de soutien et d'amour, mais aussi des fois tu reçois des messages surprenants, des messages de haine. Alors je te demandais, Vincent, de le lire et j'aimerais qu'on le commente ensemble. D'accord. Salut la noire qui se prend pour une blanche qui renie ses origines et sa religion. T'as baissé ton froc pour la réussite, espèce de vendu, tu dégoûtes. Ton mec, le blanc chrétien, il est pas musulman. Toi, tu t'en fous. De toute façon, t'es pas musulmane. Tu renies la religion, tes origines, pour la gloire. Applause. C'est lui qui met les applauses. Parti de rien. Il reprend le titre de ton livre. Et écarter ses jambes pour la réussite. On est obligé de continuer? Toi, ça te fait quoi de lire ça, de savoir qu'on envoie ça à Absatou? C'est terrible, c'est honteux. Ça, verbalement, dans la rue, je peux m'énerver et demander de l'aide à qui de droit, ouais, en effet. Je pense à un dépôt de plainte, main courante, des choses comme ça. Après, sur les réseaux sociaux, c'est difficile. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Je pense qu'à un moment, il faut quand même un minimum dénoncer ça. Ouais. Parce que un message comme ça, ok. Moi, j'en reçois quand même beaucoup. J'en ai reçu énormément pendant les émissions où j'étais très visible. Où on appelait à mon viol, où on appelait à des choses qui touchaient à ma famille. Et la raison, Donc, je crois que c'est quoi? C'est je pense votre que je suis différence? solide. C'est parce que vous êtes différents? Non, mais c'est quoi oui, la raison? parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'effectivement, on incarne quelque chose que certains ne veulent pas voir dans la société française. Ça veut Vous dire qu'on incarnez quoi, incarne ouais. une différence qui, normalement, ne se mélange pas. Ouais, C'est compliqué. c'est compliqué. C'est très touchant. On lit ce message, il est nauséabond et Absatou en reçoit énormément. On t'a déjà dit, je vais te péter les dents comme dans American History X. Comme dans American Story X. Donc finalement, en fait, cette guerre civile dont vous parlez, on va la voir des deux côtés. Bien sûr. La guerre civile, en général, c'est des deux côtés. Il y a mais en des fait- gens qui essayent de tenir le juste milieu. Oui, absolument. Et oui, Mais ce sont des on méchants sait. centristes. On sait, Louis-Philippe, on sait. Voilà. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aussi les deux extrêmes se nourrissent de ce genre de discours que vous nous donnez? Madame, Exactement. ce n'est pas moi qui nourris quoi que ce soit. C'est la réalité, malheureusement. Et la guerre civile, elle viendra. Et elle Mais viendra vous, pas vous de la ma faute. souhaitez? Vous la souhaitez, Non. la guerre civile? Vous savez, on ne souhaite jamais la guerre civile parce que c'est la pire guerre qui puisse arriver. Mais un jour, les gens se diront est-ce que c'est la guerre civile ou est-ce que c'est la soumission à l'islam? Ça sera le sujet. On y est déjà. Dans beaucoup de quartiers, on y est déjà. Regardez, qui l'insulte? Qui Oui, mais l'insulte? justement, là, Qui lui dit qu'elle ne connaît pas sa religion et Mais qu'elle vous ne renie savez sa pas. religion? C'est pas moi. Mais vous ne savez pas. Bah, c'est ce que vous avez Non, dit. mais on le lit, mais vous ne savez pas qui est derrière, vous ne savez pas Non, mais qui surtout parle. qu'elle reçoit- oui, mais exactement. c'est surtout que je vais vous dire que quand
des personnes françaises comme vous, comme moi, disent Absatou, tu es... ça a été violent. Le beau et la bête. Vincent, comment peux-tu te mettre avec un singe? Des choses de cette violence-là. C'est minable. Bien, je considère que la France, en tout cas dans laquelle nous avons grandi, a aussi beaucoup il y a aussi beaucoup de messages d'amour, mais il y a aussi du racisme qui se nourrit de toutes les propos qui peuvent être... J'ai une petite question. Je voulais savoir, Monsieur Zemmour, je pense que vous avez des filles. Si demain, votre fille sort avec un arabe ou un noir et elle se retrouve à la place de Monsieur Serrouti à lire ce genre de messages, j'aimerais savoir un peu, vous allez... Je vais vous répondre. De toute façon, je voulais répondre. Votre reportage est très intéressant, mais il donne raison. Vous savez, je vais vous citer une phrase de Benjamin Constant et vous allez comprendre. Benjamin Constant disait... Tout est moral chez les individus, tout est physique dans les masses. C'est-à-dire qu'un individu est libre parce qu'il n'a de rapport qu'avec un autre individu. Dès qu'il rentre dans une masse, il n'est plus libre. Vous nous parlez de mariage mixte. Et vous nous dites, c'est magnifique, c'est beau, c'est l'amour. Je ne suis pas en train de dire que c'est beau. Si, mais c'est très bien, c'est l'amour, vous avez raison, c'est très beau. Maintenant, aujourd'hui, la réalité des mariages mixtes, de 80% à 90% des mariages mixtes, qu'est-ce que c'est? C'est des jeunes d'ici, issus de l'immigration, arabo-musulmanes pour la plupart, qui vont chercher des jeunes filles au bled, qui les ramènent. Regardez les chiffres, c'est pas moi, c'est l'INED qui donne les chiffres. Vous les avez d'où, ces chiffres? Mais je vous les sortirai de l'INED. Les statistiques ethniques sont interdites. Même Libération m'a donné raison. Les statistiques ethniques sont interdites en France. Mais c'est pas l'ethnique, c'est la nationalité. Ok, comment vous arrivez? Non, parce qu'un mariage mixte entre un blanc et un noir, c'est un mariage mixte. La nationalité. Ok, mais un mariage, si je peux vous apprendre quelque chose. Et aujourd'hui, c'est les chiffres de un l'INED. blanc et un noir, c'est un mariage mixte. Et donc, même Libération m'a donné raison. Vous n'aimez pas avoir tort? Parce que les statistiques sont interdites en France. Donc, comment vous arrivez à chiffrer les personnes issues d'un couple mixte? La nationalité. Vous écoutez un peu ce qu'on dit là, vous? La nationalité. Point final. Sortez-nous des chiffres. Alors on passe. Parlez factuel. Mais c'est très simple. Il y a à peu près, si je me souviens bien, dans les 80 000 mariages mixtes. Et la plupart sont ce que je viens de dire. Parce que ça, c'est des cas exceptionnels. La majorité, c'est ce que je vous dis. Et ça alimente l'immigration régulière. Ce ne sont pas des cas exceptionnels. Sur cette table, vous avez France-Olivier Gisbert, qui est un couple mixte, Absatou aussi, moi aussi, Raquel aussi. Si je peux me permettre, ce n'est pas la définition officielle du couple mixte, puisque le couple mixte, tel qu'il est défini par les statistiques démographiques, c'est en effet en fonction de la nationalité. Donc il y a deux pas reconnu. Voilà. Un couple mélange de personnes de couleur. Si vous êtes fils d'immigrés, là ça va. S'il vous plaît. Est-ce que je peux faire remarquer simplement que je trouve personnellement qu'on exagère beaucoup le sujet, que ça ne me passionne pas, que je me fous si c'est un couple mixte ou pas un couple mixte, et que je ne regarde pas si le mec a fait un... Eh ben voilà. Je m'en fous. Non, mais c'est quand Très même sincèrement, en ce qui me concerne, ça n'est pas une question qui m'obsède. Finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Tinder, par exemple, ils vont ajouter un emoji couple mixte. Et ce qui est rassurant pour la France, c'est qu'ils ont fait une enquête et 81% des utilisateurs Tinder en France ont déjà eu rendez-vous avec quelqu'un qui a une culture différente, alors qu'aux États-Unis, seulement 70%. Donc finalement, en France, on aime les différences, on aime le vivre ensemble et on aime le ivre ensemble. Éric Zemmour, vous avez accepté de revenir pour la première fois sur les lieux de votre enfance dans le 9-3 et vous dites que ça a bien changé, hein? Et voilà, on en parlera après la pub. Dans la deuxième partie des Terriens du dimanche, Pierre Licia sera également avec nous. Il s'est rendu sur la colline du Crac à Paris. À tout de suite. Bonsoir les Terriens du dimanche, bienvenue dans l'émission qui vous permet de savoir quel jour on est, toujours en compagnie des 7 mercenaires, Natacha Polony, Raquel Garrido, Absatoussi, Monia Cachemire, François-Olivier Gisbert et J. William Goldnadel. Ce soir, face aux 7 mercenaires, Éric Zemmour. Et maintenant, c'est l'heure du zapping des Terriens.
Chaque semaine, nous vous proposons le tour du monde des images les plus ovniesques. Le principe, on vous montre une vidéo et vous réagissez après. C'est tout con. Première vidéo, direction le monde. Gotta be real with it. Yeah. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you. Do you love me? Are you riding? Say you never. Voilà, ça s'appelle le Kéké Challenge, donc c'est un véritable phénomène viral. Les gens sortent de leur voiture et dansent à côté, c'est ça? C'est ça, en fait c'était une chanson de Drake. Ouais. Et en fait c'était un comique américain qui avait refait cette chorégraphie, donc du coup le challenge c'était de refaire ça. Normalement c'était pas en voiture, mais les gens l'ont réinventé en voiture. Ça a fait énormément d'accidents, mais Carglass devrait s'en servir pour faire une pub, quoi. Alors ce qu'il faut dire, c'est que le mec est pas mort quand même. Non, il est pas mort. Non, le mec est pas mort, il y a eu quand même des accidents Bien extrêmement graves. Ça montre en exemple un truc qu'il faut absolument pas faire. J'ai pas besoin de le dire pour voilà. Mais c'est la bêtise aujourd'hui des réseaux sociaux. C'est pousser à chaque fois, encore une fois, à l'extrême, celui qui sera le plus fou, celui qui sera le plus dingue, celui qui mettra sa vie finalement. D'ailleurs, en parlant de en réseaux danger, sociaux, moi je ne suis pas sur Twitter, je ne suis pas sur Facebook. Mais c'est sur Instagram, ça. Tu t'en vantes régulièrement. Je suis sur Instagram. Pourtant vous m'avez envoyé la photo de votre sexe sur Twitter. C'est pas vous? C'est Audrey qui l'a envoyé. Ah merde. Direction les États-Unis, Magnéto Serge. France, vous qui venez de vous marier alors. C'est vrai? Ah bah moi c'était en ambulance, c'était pour la même situation. Bah oui, je suis arrivé en fauteuil roulant. Un peu à la cher. mairie. Oui, Ouais. poussé par ma femme. Oh, mon pauvre France. Ah ouais. Oh, le pauvre. Bon, je suis sorti du fauteuil roulant maintenant. Et voilà. Ouais, ça y est. Mais ça va mieux là, non? Ouais. Et maintenant, direction l'Inde, Magnéto Serge. I can do anything. I can hold his hand in front of people. We can do anything now. So we're free. Very free to do things now. Je suis pour qu'il n'y ait aucune interdiction de l'homosexualité. D'ailleurs, en France, c'est depuis 1789, donc ça commence à remonter à loin. Et en revanche, je suis hostile à l'idéologie gay et ce qu'elles veulent au lobby LGBT, ce qu'ils veulent nous imposer, les pressions qu'ils font en permanence sur la société. Ce n'est absolument pas... Il y a beaucoup d'homosexuels qui sont contre. La liberté des homosexuels, oui. La dictature du LGBT, non. Mais qu'est-ce qui nous impose Qu'est-ce qui nous impose? Oui, j'aimerais Déjà le mariage homosexuel. Les homosexuels n'imposent rien. Ils veulent juste vivre comme nous, comme tout le monde, Ça, c'est le cas, déjà. et librement. Voilà, leur vie. Et je ne pense pas que le fait qu'ils se marient change la vie de M. Zemmour. Ils ont le droit de vivre comme ils le veulent. Et Gilles William. Non. L'une des rares choses que je chéris dans mai 68, c'est justement d'avoir déculpabilisé l'homosexualité. Même Freud considérait que c'était une sorte de perversion. Aujourd'hui, je ne considère pas que c'est une perversion, mais pour autant, je n'approuve pas le communautarisme homosexuel et je trouve que maintenant, il y a une sorte de victimisation des homosexuels qui me paraît hors de saison dans un pays aussi moderne que le nôtre. Voilà. Bah non, pardon, mais s'il y a une victimisation, en tout cas à en lire ce livre, c'est plutôt une victimisation du mâle hétérosexuel blanc, dont la plainte est ici.
Parce qu'on parle de normes, Qui est une pure réalité. de normes Merci. hétérosexuelles. Qui est une pure réalité. Non, parce que par exemple, cette idée de normes... Comme Mme Lernotte ou comme Mme Gilles Nissen. William. Il a Comme raison. Mme Gilles Nissen. William. C'est embêtant, mais il a raison. Je Quand suis nous pas Madame explique qu'il y a de trop de Staël. mâles blancs Je suis que sur ces listes, à la j'ai quand même le droit de télévision. terminer des phrases, non Ouais, ouais. Bon, alors... Vous n'avez pas le génie de la conversation. La norme, une droite. la norme hétérosexuelle qui serait en péril sous les attaques d'une offensive idéologique On parle pas de ça. homosexuelle, Si. faut suivre. Si. C'est la vérité. Non, parce que ça ne peut pas être vrai, parce que ça ne s'attrape pas d'être homosexuel. Donc la visibilité ou des droits égaux pour les homosexuels Oh ne non. conduisent pas à vous transformer en homosexuel. Vous me décevez, Capito. Là, vous me décevez vraiment. Non, Non, franchement, vous êtes décevante. Si. Là, le marxisme, c'est mieux que ça. hein. Natacha, un mot. Premier point factuel, les mâles blancs hétérosexuels de plus de 50 ans ne sont pas une majorité. Ça n'est absolument pas la majorité. Et construire ça comme la majorité contre laquelle les minorités devraient se battre parce que la majorité oppresse est déjà factuellement faux. En revanche, donc je ne crois pas qu'il y ait victimisation du mâle blanc hétérosexuel. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une idéologie qui s'imagine que pour faire valoir les droits des minorités, il faut absolument considérer qu'il y a une oppression du mâle blanc hétérosexuel. Pour autant, là où je ne suis pas d'accord, Gilles William, c'est quand tu expliques qu'il n'y a plus aucun problème sur les homosexuels en France. Pardon, mais essaye de vivre en tant qu'homosexuel dans certaines campagnes françaises Oui, ou dans bien certaines sûr, régions. bien sûr. Excuse-moi, De là- mais c'est très dur. Et pour de la autant, en victimiser, effet... Non, mais de la victimiser en permanence l'être homosexuel, je pense qu'il y a un pas qu'on a D'accord. franchi Bien. un peu trop. Arrête, la première Bien, fois, il y a un alors, juste Ramon. milieu adolescence. Encore une fois, il y a un juste milieu. Bon, j'étais d'accord en Oui. tout point avec ce qu'a dit Natacha Polony, mais, Eric, j'ai envie de simplement te dire, Pardon. on a quand même vécu des siècles et des siècles de peine à jouir, de cul cousu. C'est quand même mieux maintenant, non? T'as pas envie de t'éclater un peu, là? Bon, et maintenant, direction les États-Unis, Magnéto, Serge. Voilà, c'était le zapping des terriens. Alors, Éric Zemmour, dans Destin français, le livre que vous publiez chez Albin Michel et qui est déjà numéro 1 des ventes sur Amazon, on apprend que vous avez passé une partie de votre enfance à Drancy, en Seine-Saint-Denis, 9-3 frères. Alors, pour les On terriens- disait pas le 9-3, nous, à l'époque. Ah, vous disiez quoi? 93 ou... 93, oui. Alors, pour les terriens du dimanche, je vais accepter de revenir pour la première fois en banlieue parisienne sur les lieux de votre enfance, en direction donc de Drancy et Châteaurouge. Magnéto, Serge. Ah, c'est la première fois que je reviens. J'ai vécu ici toutes les années 60 à peu près. Dans mon enfance, de 3-4 ans jusqu'à 11 ans. Et j'habitais là au... Je crois que c'était le premier étage, ou rez-de-chaussée, je sais pas comment on peut dire, du premier bâtiment, là, le 22. Alors c'est curieux parce que apparemment rien n'a changé. Alors là, je sais pas ce que c'est devenu là, mais avant c'était les garages pour les voitures. Et en général, on jouait, on faisait des parties de Monopoly qui duraient des jours entiers. On était là. Je me souviens très bien parce que ma mère m'appelait d'ici en me disant « Eric, va acheter le pain ». Et en général, j'avais tous mes copains qui me disaient « Non, non, c'est moi, madame, c'est moi », comme ma mère était assez jolie. Et donc, les mecs venaient « Non, non, c'est moi, madame, je vais vous acheter le pain ». Il y avait une ambiance... Moi, j'ai un souvenir vraiment... je vous dis, c'était le paradis pour moi. C'était vraiment l'enfance... pour moi, la banlieue, c'était le paradis quand j'étais petit. Et vous voyez, il y avait le mini-golf. C'était fou quand même, c'était un truc de luxe inouï à l'époque. Vous avez vu, il est un peu dégradé quand même. Hein.
C'est évident qu'il n'y avait pas de femmes voilées à mon époque. Il y avait très peu, il y avait les... Si vous voulez, moi j'ai grandi ici avant le regroupement familial. Le regroupement familial, 75-76, moi j'étais parti déjà. Donc c'est les années 60 et on avait... ici, il y avait une immigration italienne, espagnole, nous, qui venions les pieds noirs d'Algérie, qui n'était pas vraiment une immigration, mais qu'on venait de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis, il y avait évidemment qu'il n'y avait pas de femmes voilées. Ça aurait été d'ailleurs très mal pris à l'époque, très mal vu. J'ai des souvenirs merveilleux ici, vraiment merveilleux. Je n'ai aucun mauvais souvenir. Et mon mauvais souvenir, c'est d'être parti. J'ai habité là pendant toutes les années 70 à peu près. Et donc on avait le métro Château-Rouge, c'était la ligne 4, c'était notre ligne vers les Portes d'Orléans. Ouais, vers les beaux quartiers, quoi, vers Saint-Germain, quand on passait à Châtelet, on avait l'impression de passer le mur de Berlin, quoi. On était passé dans un autre monde. Ah ben c'est simple, j'habitais là. Je crois au 2e étage, si je vous dis pas de bêtises, mais ça je suis moins sûr. Et là à côté il y avait une boulangerie, ça sentait bon le pain le matin quand on se levait, c'était sympa. T'es là. Mon père avait des ambulances là et les ambulanciers étaient là. C'était le local d'ambulance. Je vous dis ça dans les années 70. Mais sinon là vous voyez il y a plus une boutique de l'époque. Celle-là c'est impressionnant. Là c'est donc vous voyez, vous allez qu'à voir la rue, hein, les vêtements, les femmes, les boutiques, on voit bien. Les bâtiments sont les mêmes, mais c'est plus la même population. Quand on dit, je vous dis, le grand remplacement, on le voit là. Il est simple, il est évident, il crève les yeux. C'est un grand remplacement tranquille. Il y a le grand remplacement violent et il y a le grand remplacement tranquille. Voilà, il y a les deux, toujours. Alors, le grand remplacement est un mot qui a été employé par Renaud Camus il y a combien, 15-20 ans? Je pense. À l'époque, c'était un mot tabou. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes sur C8, chaîne nationale, et vous parlez du grand remplacement. C'est pas moi qui parle, hein, c'est les images. Monia, c'est quoi le grand remplacement là? Alors déjà, ma première question, c'est comment est-ce que vous avez fait pour vous promener là-bas, en toute sécurité? Parce qu'on était de jour, Ouais. parce que j'avais des caméras, Ouais. et parce que ce quartier de Château-Rouge est plutôt tranquille. Vous allez quelques centaines de mètres plus bas à la porte de la Chapelle, et là on rigole moins. On vous a salué, on vous a... On parle de Château-Rouge ou on parle de la porte Partout, dans la rue, quand vous avez fait votre... On m'a promenade, salué, bien sûr. oui, on vous Il y avait des agents de sécu quand même. on Et les j'ai voit. dit, c'est le grand remplacement tranquille. Vous comprenez Oui, mais ma question n'est pas seulement la violence. C'est quoi le grand remplacement? C'est très simple. Le grand remplacement, c'est quand une population qui vit là depuis 1000 ans est remplacée par une autre population. Et que cette population était blanche, européenne, chrétienne, et qu'elle est remplacée par une population qui vient d'un autre continent, d'une autre civilisation, d'une autre religion. C'est ce qui se passe à Château-Rouge. Moi, j'ai vécu pendant 7 ans, justement, derrière la rue d'Oudeville, rue Jean-François Lépine. Très bien. Je n'avais pas beaucoup d'argent, donc c'était un peu un des seuls quartiers où je pouvais m'offrir un appartement. Et je ne comprends pas, en fait, votre notion de grand remplacement quand on sait que c'est un endroit, c'est un peu un ghetto, où il y a Non. toute une population défavorisée. Excusez-moi. Et en fait, où les Français qui ont de l'argent ne veulent pas y vivre. Et pourquoi ils ne veulent pas y Parce qu'il n'y a vivre que des pauvres. Non. Je veux dire, pour moi, Non, le non, grand non. remplacement, ça sera quand les immigrés blancs et noirs habiteront tous dans un loft dans le 6e. Non, madame. Là, je me dirais, c'est ça le grand Non, non, remplacement. madame. Non, Mais là, là, c'est vous- dans vous un confondez. quartier pauvre Non, où personne ne non, veut vivre. non. Vous voulez vivre C'est aujourd'hui faux. là-bas? C'est faux. Vous voulez vivre là-bas ou pas aujourd'hui? Non. Pourquoi les gens qui vivaient avant ne veulent plus vivre là? C'est pas parce qu'il y a des pauvres et il y a des riches. C'est parce qu'il y a des gens qui vivent à l'africaine et selon les coutumes islamiques et non pas selon les coutumes françaises. Alors, C'est pour ça que les gens ont été Regarde, chassés. c'est important. C'est pour ça que je dis c'est le grand emplacement Là, je tranquille. C'est ce qui se passe partout. Quand il y a une majorité de gens, le nombre. Vous savez, la démographie fait l'histoire, disait Auguste Comte. Raquel? Ce qui me fascine, c'est que vous faites semblant que vous êtes dans une filiation avec ceux qui étaient ici il y a 1000 ans. Mais vous êtes parti de ce grand remplacement. C'est Vous ce que venez j'allais d'Afrique. dire, oui. Vous venez d'Afrique. Vous venez d'ailleurs. C'est une très bonne Bravo. question, Rachel Garrido. Parce que justement, vous démontrez que ma position n'est pas une position
raciale, ethnique, nationale. C'est une réponse culturelle. Moi, je suis venu d'Afrique et je me suis approprié l'histoire de France, la culture de France, le mode de vie français. Ma mère portait des mini-jupes et pas des djellabas. Et mon père n'aurait pas porté non plus les costumes que portaient son grand-père et son arrière-grand-père en Algérie. Natacha. Justement, Éric Zemmour, vous dites cela, mais tout à l'heure, nous avons vu un reportage sur un homme qui expliquait qu'il y a quelque chose qui s'appelle la vie privée et quelque chose qui s'appelle l'espace public. Et la démocratie repose sur la différence entre espace public et espace privé. Pas seulement, c'est pas grave. Donc, dans l'espace public, en effet, nous sommes tous français. Et pour ma part, je suis pour l'intégration, c'est-à-dire le fait que chacun respecte les valeurs qui font que nous pouvons vivre ensemble dans un pays qui s'est construit sur toute une histoire. En revanche, dans l'espace privé, chacun peut maintenir ce qu'il est, son histoire, tout en s'imprégnant de la terre sur laquelle il va vivre et sur laquelle il est, parce que c'est sa nationalité. Mais là, encore une fois, on est dans un mouvement qui intègre les deux. Et c'est ça qui fait, aujourd'hui, la richesse de la France. Ce n'est pas seulement l'effacement absolu. Vous ne faites pas de différence entre espace public et espace privé. C'est ça qui me Vous êtes mûr pour prendre votre carte à SOS Racisme, je vous félicite. J'adore votre non, parce que là, non, mais parce que là, c'est là, stalinien, non, pas du tout. On n'est pas d'accord avec vous, on est dans le camp adverse. Vous ne savez pas penser la dialectique, c'est quand même dommage. Non, vous êtes l'idiot utile des multiculturalistes. Mais oui, cette phrase-là est une phrase, en effet, qui permet de façon totalement stalinienne d'interdire la nuance, Éric. Et pourquoi? Non, mais votre nuance, c'est une fausse nuance. Mais bien sûr, c'est une soumission, votre nuance. Voilà, et je vais vous expliquer pourquoi en 2 mots. Qui a dit qu'on n'avait pas le droit dans l'espace privé de faire ce qu'on veut? C'est pas moi. Évidemment, dans l'espace privé, on fait ce qu'on veut. C'est pas ce que je dis. Aujourd'hui, il y a une occupation de l'espace public. Mais on peut par se battre, une religion et par une autre. Laissez-moi répondre. Écoutez, enfin, c'est insupportable. Vous ne laissez jamais finir. Alors j'aimerais bien pouvoir répondre. Écoutez, calmez-vous. Je m'énerve parce que vous êtes énervante. J'aimerais bien qu'on puisse répondre. Parce que vous n'êtes pas l'institut et je ne suis pas l'élève, Natacha. Non, il faut se calmer. Non, je me calme pas. Parce que votre ton d'institutrice, j'en ai jusque-là. Ok. En gros, alors vous ne me coupez pas la parole. Quand on parle sur le même ton que vous, ça vous est insupportable. C'est facile. Alors écoutez-moi, je réponds. En plus, vous dites n'importe quoi. Mais oui, parce que l'espace public aujourd'hui est occupé par une religion et par une civilisation étrangère qui impose à tous un mode de vie. Donc quand vous dites l'espace public, on est français, l'espace privé, on fait ce qu'on veut, c'est pas ce qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, l'espace public n'est plus français dans des tas d'endroits. Donc c'est ce que j'appelle une colonisation. Voilà, Absatou. Moi, j'ai entendu... Le grand remplacement, Absatou. Ouais, moi j'ai entendu dire justement qu'il y avait une islamisation de ce quartier, notamment Château-Rouge, dont on parle, quartier que je connais bien, et que M. Zemmour, à mon avis, ne connaît pas. Parce qu'il y a beaucoup de femmes... Vous étiez pas né que j'y étais. Je vais vous répondre. Il y a une communauté noire qui semble gêner M. Zemmour, qui est plutôt congolaise. Ils ne sont pas musulmans. Ils sont chrétiens, catholiques, mais ils ne sont pas musulmans. Vous avez tous ces commerçants juifs qui sont là-bas, qui sont ravis de vivre avec ces gens. Il y en a plus. Moi, j'ai des clients là-bas, donc je vous le dis, il y a plein de commerçants juifs qui sont là-bas. Il y a les nouveaux commerçants nigérians. Les Nigérians ne sont pas tous musulmans. Il y a d'ailleurs... Non, mais il y en a beaucoup. Non, pas souvent. Il y a beaucoup de gens nigérians qui ne sont pas des musulmans. Moi, je voudrais juste poser une question sur cette société multiculturelle que vous ne voulez pas voir. Dans cette société multiculturelle, ces gens noirs de toute origine que vous voyez là, ils font tous les jobs dont personne ne veut. C'est eux qui nettoient les poubelles le matin, que vous le vouliez ou pas. Allez vous balader dans les rues de Paris. C'est eux qui construisent les rues, vous savez, au marteau-piqueur à 6h du matin. C'est ces gens-là qui sont partie intégrante de la France, que la France est allée chercher à un certain moment, parce que ça a intéressé la France d'aller chercher toute cette main-d'œuvre. Là, ça dérangeait personne. D'abord, ce n'est pas, contrairement à ce que vous voulez penser, le multi-ethnique qui me dérange. C'est le multiculturel. Oui. En France, il n'y a pas... Est-ce que vous voulez que ces gens viennent sans leur culture? Oui. Ah, qu'ils oublient qui ils étaient. C'est ce qu'il veut. Exactement. Vous voudriez. C'est ce qu'on a fait. Donc on va les chercher pour construire un pays. Mais ils sont pas... Donc on va les chercher parce qu'on a été les D'abord, chercher. attendez, madame, attendez. Non, il faut arrêter. La France n'a pas attendu les Africains pour être la France. Ah bon? Arrêtez aussi. Vous voulez aller faire un petit tour Pour construire la France, c'est à 1500 ans.
Non mais vous avez Vous êtes raison, allé faire un Colbert. petit tour en Colbert Afrique était africain. Ah, mais non, vous avez attendez, raison, Richelieu vous êtes était allé- africain. Colbert est un Non bon mais c'est exemple, connu, il était c'est noir, connu. tout à fait. Saint-Louis Vous êtes- était africain, vous êtes allé mais bien voir en sûr. Il Afrique était musulman, bien sûr aussi. Vous êtes allé voir Ah en mais Afrique on les a attendus. Une question, vous êtes déjà allé en Afrique, Mais évidemment que je suis déjà allé Où en est- où Afrique. est-ce Où est-ce À Abidjan. On va prendre l'exemple d'Abidjan. À Ouais. Abidjan, vous n'avez pas vu une forte communauté française Oui. venue bénéficier des richesses de l'Afrique. Et vous savez d'où ça vient construire, développer, bénéficier de cette croissance à 2 chiffres qu'on voit que sur le continent africain. Quand on nous parle de, cette, c'est du commerce. de ce que l'Afrique va permettre à la France demain, c'est-à-dire du commerce. de parler le français dans le monde de façon incroyable grâce justement à l'Afrique, ça n'existe pas. Mais soyez factuels, une seule fois. Un tout Vous savez d'où elle vient Vous savez d'où elle vient, cette colonie, cette force communauté française, comme vous dites Ah oui, Elle vient de la colonisation. D'accord. Aujourd'hui, en France métropolitaine, il y a des territoires où on ne vit plus à la française. Moi, j'appelle ça une colonisation, que ça vous plaise ou non. Alors, il y en a un donc, qui connaît bien le 18e arrondissement. C'est notre nouveau chroniqueur. J'accueille Pierre Licia. Beau gosse, non? Ah oui, pas mal. Ah, beau Ouais, il n'y a gosse. pas de quoi tirer le canon non plus. Ah non, il est beau, arrête tes conneries. Attends, Monia, il est bon ou pas? Ah oui, j'en ferais bien mon Absatou. Moi, je suis ravie d'avoir un peu de jeunesse sur ce plateau. Ouais, Ben voilà, c'est ça gentil, tombe bien, pardon. oui, c'est vrai. ça va. C'est pour vous, ça. Pierre, vous avez un slogan. On va voir si ça vous plaît. La belle gueule qui ne compte pas la fermer. Ça vous va? Il y a deux infos dans le slogan. La première, c'est que je compte pas la fermer. Bon, ça c'est connu. Ça, à la limite, ça passe. Non, la deuxième info, c'est que j'ai vu tout à l'heure en début d'émission une photo de moi qui a été quelqu'un de l'équipe qui est parti toper mon Instagram. Ouais. Je veux des noms. Ah, Stéphane Simon, je vous dis tout de suite, moi. Et vous avez un sampleur. Alors, cette saison, notre mission sera d'aller sur le terrain pour enquêter et de venir nous en parler cette semaine. Vous êtes allé justement à côté de Châteaurouge où a vécu Éric Zemmour et Monia, et vous êtes rendu sur la colline du Crac. Et vous avez trouvé ça stupéfiant. Exactement, on reste toujours dans le 18e en effet. Alors Porte de la Chapelle, c'est un quartier que je connais bien puisque c'est un quartier où j'habite. Et la Porte de la Chapelle, c'est surtout un quartier totalement sinistré de Paris, si ce n'est le plus sinistré de Paris. Alors la question est de savoir comment est-ce qu'on vit Porte de la Chapelle quand on est riverain de la colline du Crac. Comment aussi on vit sur la colline du Crac quand les Parisiens craquent à cause du crack. Il faut d'abord que je dise Magnéto Serge. Hein. Magnéto Serge. Paris, première destination touristique mondiale. Paris, ses cabarets. Paris, son Sacré-Cœur. Paris, sa Tour Eiffel. Mais Paris, c'est aussi sa Porte de la Chapelle. La Porte de la Chapelle, c'est le premier supermarché de crack de France. À quoi ressemble la vie quotidienne ici? Suivez-moi. On se fait harceler par des toxicomanes qui harcèlent les clients. Tu vois des gens errer comme des zombies, les gens ils ont peur. Moi je me suis déjà fait agresser. Avec une seringue, moi on m'a agressé. Avec une seringue, c'était une femme qui prend du crack. Elle m'a dit j'ai le sida. Nous, au quotidien, on vit avec les toxicos dans les halls, les toxicos dans les parkings, les toxicos qui consomment maintenant dans la rue, ils sont dans la colline, mais ils sont aussi partout dans le quartier, ils consomment devant tout le monde, ils n'ont plus aucun complexe. Quand on prend le métro, on est aussi avec les toxicomanes qui inhalent des pipes dans les wagons, dans les quais, donc on a des enfants qui grandissent avec la banalité du crack. Il y a des riverains ici qui disent on est devenu la poubelle de Paris. Ah mais on est un bidonville, ouais. Alors ici, on est à 300 mètres de la fameuse colline du Crac. On nous a très vivement déconseillé d'y aller. On a quand même tenu à rencontrer Billy. Billy, c'est un toxicomane qui est sur la colline depuis 1 an. Il y a 3 semaines, il y a une bonne femme qui a pris 17 coups de couteau. 17 coups de couteau, mon pote. Et on retrouve des cadavres maintenant. Chose qu'on ne retrouvait pas avant. Ici. Ici, la galette, concrètement... Ça démarre à 5 € en fait, précisément. Ça démarre à 5 €? 5 €. Donc avec 5 €, les gens, ils vont. Ils vont où ils veulent. Ici, à la colline. À la colline? Ouais. Il y a même des mecs qui vont dans le métro. Ouais, la colline, là, c'est là-bas, hein. Là-bas, c'est gentil, là. Ah non, on peut pas y aller? Ah, tu peux pas aller là. C'est dangereux? Très dangereux. Les gens qu'on trouve sur la colline, du coup, c'est qui? Des gens comme toi et moi. Des banlieusards, des taxis, des gens comme toi et moi.
Comment est-ce qu'on tombe dans le crack? Un divorce, un coup dur, une pute. Ton quotidien, du coup, là, en ce moment, c'est quoi? Violence, arnaque, drogue. Je dirais pas du racket, mais c'est tout comme. Et comment tu vois ton avenir? Noir. Noir, l'ensemble noir. Alors, pour faire ce sujet-là, j'ai demandé à rencontrer les associations qui interviennent auprès des toxicomanes sur la colline, notamment l'association Aurore. Ils n'ont pas souhaité nous répondre. J'ai également eu rendez-vous avec Anne Souéris, l'adjointe au maire d'Anne Hidalgo en charge de la santé. Elle a formulé un certain nombre de propositions tout récemment dans le Monde où elle proposait justement des nouvelles salles de shoot pour ces personnes-là. Malheureusement, on n'a pas pu en parler parce qu'elle a annulé au dernier moment sa présence. Ce qui en dit long, en tout cas, sur le malaise que ça peut susciter. En tout cas, Il y a de l'embarras, là. Il y a de l'embarras. Très, très clairement, il y a de l'embarras. Mais en attendant, les riverains sont à bout, on l'a entendu. Le quartier est totalement abandonné, totalement délaissé. Et les familles ont la peur au ventre. Les pouvoirs publics ferment les yeux. C'est, en gros, circuler. Il n'y a rien à voir. Eric? Il pose une question fondamentale. Comment en est-on arrivé là? Il y a une réponse qu'il ne donne pas, et qui est très simple, et qui s'appelle 40 ans de délire migratoire. Alors, on est peut-être allé chercher, il y a 60 ans, des immigrés pour vider les poubelles, mais depuis 40 ans, on ne vient chercher personne. Et il y a des millions d'immigrants, des millions de migrants, des millions, ils ne sont pas tous à Porte de la Chapelle, mais qui viennent. Mais on parle du crack ou de l'immigration? Non, mais parce que mais c'est le même sujet. Ah ben non, parce que tous les migrants prennent du crack? Ah non, pas du tout. Les toxicomanes sont pas du tout. Pas du tout. Mais qui sont les bandes de migrants? Qui sont les bandes qui vendent le crack? Qui vend le crack? Qui vend la drogue? Je fais mienne de plus en plus la thèse d'un grand historien arabe. On va vous le montrer. Non. Je suis peut-être pas arabe. Non, mais c'est dingue. Ibn Khaldoun, au XIVe siècle, je crois, qui expliquait la structure de la société entre les sédentaires et les nomades. Et il expliquait que les sédentaires s'embourgeoisant, les nomades régulièrement venaient attaquer les sédentaires et les vaincre, puisqu'ils savaient plus se battre et que les nomades, eux, savaient se battre. Je pense que les bandes de trafiquants de drogue sont les nouveaux nomades de notre époque et qu'ils attaquent la société sédentaire et qu'ainsi ils chassent, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les populations qui étaient là. Quelle horreur! Donc on est chassés de chez nous par des immigrants qui nous vendent du crack. Mais c'est ce qui s'est passé dans toutes les banlieues, Thierry. Thierry, ça s'est passé dans toutes les banlieues depuis 40 ans. Ouais. C'est comme ça que les Blancs s'en vont et c'est comme ça qu'on dit qu'il n'y a plus que des immigrés pour travailler. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des questions économiques et sociales qui expliquent que, en effet, les personnes qu'on trouve là soient plus fortement issues de l'immigration, tout simplement parce que la détresse qui est liée à la consommation de crack, elle touche des gens qui sont au bas de l'échelle sociale. Et ceux qui leur vendent, ils sont aussi au bas de l'échelle sociale. En haut de la Bah hiérarchie des trafiquants, il y a des gens qui sont très bien portants économiquement. Eric, vous n'avez pas étudié les réseaux. Vous avez les réseaux, vous avez Vous restez avec nous, Pierre. Très bien. Éric Zemmour, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous publiez votre nouvel essai Destin français, donc, chez Albin Michel, et que vous serez de retour le 3 octobre sur Paris Première pour une nouvelle saison de Zemmour et Nolo. Merci à vous. Et maintenant qu'il est parti, c'est le débrief de l'invité. Alors? Ah bah oui, c'est toujours la même chose avec Zemmour. À la fois, j'admire son courage, je partage une grande partie de ses idées, et en même temps, il charrie. Ouais. Il charrie, et là, il a charrié, et je ne suis pas Il n'a pas charia, mais il a charrié. Il a charrié. Et je ne suis pas sûr qu'il était dans une sincérité totale lorsque je l'ai poussé, je pense, dans ses retranchements sur les lois contre les Israélites français, dont il est lui-même celui qui se revendique le plus. Donc il y a quelque part quelque chose. Je reproche à Éric Zemmour, avec toute la sympathie et l'admiration que j'ai pour lui, de pécher
un tout petit peu par aveuglement par Oui, c'est un rapport... provocateur, il adore provoquer, non? Non, c'est pas seulement une posture. Je pense, il n'aime pas qu'on psychiatrise les choses, mais je pense qu'il fait montre d'une trop grande indulgence par rapport à l'antisémitisme français, qui est indéniable et qu'il ne veut pas voir par un amour aveugle de la France. Mais moi, je partage son amour, mais moi, je peux aimer une femme avec ses défauts. Monia, maintenant qu'il est parti, dites tout ce que vous voulez. Non, mais je lui ai dit en face, mais moi j'ai appris ce soir que les immigrés étaient là pour vendre du crack. Ouais. Ils étaient là pour islamiser la France. Donc en fait, en tant que fille d'immigré, je sens que je suis une loseuse parce que je fais rien de tout ça. Je devrais peut-être commencer. Il n'est pas trop tard. Ouais, il n'est pas trop tard. Attends. Et quand même, je réitère, je pense sincèrement qu'il a besoin de se faire soigner, au moins pour son rhume. Hein. Oui, au moins. Il nous a imposé une climatisation insupportable. Absatou. C'est probablement l'émission la plus douloureuse que j'ai jamais fait en télévision. Voilà. On m'a toujours dit qu'il fallait pas faire attention à la bêtise, qu'il fallait pas faire attention... Il est pas bête. On pouvait pas dire qu'il est Je peux bête. répondre. Oui, mais... Je peux J'ai dire rien ce que dit. j'ai à dire, s'il te plaît. On m'a toujours dit de pas faire attention à la bêtise, de pas se sentir blessé parce que les imbéciles pouvaient dire que c'était pas grave, qu'il fallait que je développe mon cuir et que c'était pas grave. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à accepter que dans notre société, on puisse entendre des propos aussi violents que ce que j'ai entendu ce soir. On nous explique qu'être intelligent, c'est faire des grandes écoles, c'est être intellectuel. Il est censé incarner l'intelligence. Ce n'est pas ce que j'appelle l'intelligence. C'est bien l'illustration qu'il existe différentes formes d'intelligence et qui n'est pas éligible à celle que je considère comme étant celle nécessaire à l'humanité. Tu veux dire qu'il a un Celle quotient nécessaire à intellectuel l'humanité. supérieur à son quotient émotionnel? Non, je ne dis pas que ça. Je dis qu'il se sert de son intelligence peut-être intellectuelle pour manipuler dans une société qui n'a pas besoin d'être manipulée, pour dire des horreurs, pour dire des choses extrêmement violentes. Quand tu le vis dans ta chair avec une telle violence, le message totalement inverse de celui que la République t'a servi depuis petite, j'ai envie de vomir. Voilà. Vous l'avez dit. Franz. Je suis désolé, Absatou, pour moi, il n'incarne pas du tout la bêtise. Moi, je suis C'est ton en point de vue que désaccord, je je suis respecte. désaccord avec plein de C'est ton point de choses. vue que je Tout le respecte. temps, il y a des choses qu'il dit qui me révulsent. Mais quand je le voyais là, contre tout le monde, contre la meute que nous formions Oh, c'est tous, pas un miskin, chacun. hein. Oui, mais attends, il Pas est parce que t'es tellement courageux coriace. face à la meute que- Il est tellement coriace. Ce qui est bien, c'est la phrase qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire il ne faut pas l'ostraciser. Il faut le laisser parler, il faut échanger. Il dit des choses d'ailleurs souvent tout à fait passionnantes dans ce livre. Et puis des choses, effectivement, sur Pétain, sur Robespierre, sur plein d'autres sujets d'ailleurs, sur les femmes, qui vous choquent énormément. Mais après tout, il faut qu'on apprenne aussi à vivre dans une société où on puisse heureusement, débattre. oui, bah oui. Et je suis pas d'accord avec lui sur Polony. plein de choses. Vous avez passé une très mauvaise Il y soirée. a deux choses. Je pense qu'en effet, il y a parfois, chez certains, une forme de jouissance à être seul contre tous. Et c'est profondément malsain parce que ça relève de l'orgueil et ça empêche de penser. Et deuxième chose, l'esprit de système, ça peut en effet rendre fou. C'est-à-dire quand la réalité n'existe plus et qu'on pioche dans une partie du réel, ce qui vient nourrir le système, alors on ne peut plus débattre démocratiquement. Et nous sommes dans une société qui est fragilisée, une société qui est tendue. Or, Éric Zemmour pratique exactement le même mode de pensée que celui qu'il reproche à ses adversaires idéologiques. Et on voit très bien, les moments où il s'énerve, c'est quand quelqu'un qui est d'accord avec lui sur certaines choses, qui est capable de dénoncer le politiquement correct, de dénoncer l'angélisme, vient lui dire « vous faites erreur pour telle et telle raison ». Et là, Madame il devient fou, l'institutrice. c'est-à-dire que là, il prend un raisonnement stalinien. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi, parce que nous sommes dans une totalité. Il n'y a pas de possibilité de nuance, donc il n'y a pas de possibilité de débat. On ne peut pas débattre puisqu'on ne peut pas être dans la finesse des argumentations. C'est Bon, on a quand même débattu ce soir. Pierrot. C'est vrai que, déjà, moi, j'ai appris une chose, c'est qu'on avait le point Godwin, on a le point Zemmour. Oui. C'est-à-dire que Châteaurouge, le grand remplacement, c'est la faute de l'immigré. Drancy, si c'est plus aussi bien qu'avant, c'est de la faute de l'immigré. Et puis si il y a des toxicomanes sur la colline Porte de la Chapelle, c'est de la faute de l'immigré. Donc on a un nouveau point Godwin. Gary Dolé. Il y a un paradoxe, Zemmour, pour moi. C'est un homme qui est capable d'émotion. Le reportage à Drancy sur le lieu de sa jeunesse avec cette nostalgie profonde. Incroyable. Il en a nourri toute sa pensée de cette nostalgie. Ouais. Il est capable d'exposer un amour, une émotion pour la France.
Mais le paradoxe, c'est qu'on a l'impression qu'il aime la France, mais pas les Français. Exactement. Très bonne punch. En fait, le problème, c'est que pour être un vrai patriote, et je pense qu'il n'est pas un vrai patriote, il faut avoir cette dose d'empathie qui fait que je vais te reconnaître comme un égal parce que tu es français. Et Absatou, je m'en fous que tu sois noire, je m'en fous que tu t'appelles Absatou. Et tu es française, donc tu es ma compatriote. Et à partir de là, je suis dans une communauté de destin avec toi et j'ai cette émotion pour toi, c'est ça le patriotisme. Du coup, sa thèse sur la guerre civile qui vient et qu'il ne souhaite pas, je me permets d'avoir des doutes parce que je pense qu'il fait tout pour qu'elle advienne. C'était le débrief de l'invité. Et maintenant, mesdames, messieurs, pour finir, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. Ouais, comment ça va? Ça va et vous-même? Vous étiez où pendant toute cette émission? Oh là là, bah, j'étais en loge, je vous regardais Et tranquillement. alors, vous en avez pensé quoi? Alors j'en ai pensé beaucoup de bien. D'accord. J'ai adoré tous ces débats, cette tension, Mais on avait encore, envie mais d'arriver. encore. Non, c'était très bien, très Oui. intéressant, très intéressant. Mais moi, vous savez, je suis là pour déconner uniquement. C'est quoi Voilà. On passe à Bastion. Ouais. Et ça y est, c'est la rentrée. Quel plaisir de vous retrouver, plus beau, plus bronzé, C'est vrai. plus en forme. Ce qui est paradoxal dans la mesure où chaque jour nous rapproche de la mort. Alors, dans les loges, j'ai croisé Éric Zemmour, un ancien collègue de télé sur Paris Première. Là, je bosse avec Golnadel. Si France Inter se penche sur ma carrière télévisuelle, je suis foutu. Mais en attendant la fin de carrière... Ils n'ont jamais viré personne. En attendant la fin de carrière ou de vie, amusons-nous. Et pour ça, il suffit de regarder le président Macron. Il est tellement divertissant. Bah oui, parce que Macron, vous savez, on lui reprochait d'être distant, hautain. En juillet, il a rencontré le roi Felipe d'Espagne. Et ben, c'est lui qui avait l'air d'être le roi. Or, les derniers du genre qu'on a eu en France, ça s'est fini en soirée tapas, avec les têtes au bout d'une pique comme de vulgaires saucisses cocktail. Donc, arrivé au fort de Brégançon, il s'est dit, Manu, mon amour, fais-toi violence, va tâter du gueux, va voir le peuple, cette masse vulgaire et bigarrée qui vénère Maître Gims et porte des pantacours. Et il a joué le jeu, mais à fond. C'était Camping 4 avec des poils de torse, des gourmettes et des seins qui tombent. C'était chaud. Regardez, une dame lui a caressé le torse. Mais avant, vous faisiez ça, Benalla vous éclatait la tête. Mais maintenant qu'il n'est plus là, ils interviennent à peine, même en cas de toucher rectal. Alors Brigitte, regardez, a dansé avec un goujat qui s'est dit c'est la première dame, mais on s'en fout, je garde mon gobelet. Un résultat, le pastis s'est répandu sur les pieds de Brigitte. Mais là, c'est l'entrée au balto à Bormes-les-Mimosas, tous les poivreaux tournés fétichistes. C'est un truc à se faire lécher le gros orteil par Patrick Bosso. Ensuite, et t'es pourri, les Macron se sont retrouvés au Danemark. 3e destination vacances la moins sympa, après Alep et le panier de linge sale de Michel Houellebecq. Avec la mère Nissen, celle qui paye rien chez Bricorama. Donc ils ont admiré une statue d'une bonne femme en train de plomber la CAF avec ses 12 gosses. L'œuvre s'appelle La France selon Laurent Wauquiez. Puis ils sont partis en Finlande où Brigitte, je sais pas, a dû se mettre à la danse hip-hop parce que personne ne se tient comme ça. En tout cas, sans s'être pris un gros coup de taser dans le dos. Puis la rentrée est arrivée et Macron a réintégré son établissement, le collège Pierre Gattaz à Wall Street. Alors il a tout mangé ce qu'il avait sur son plateau. Il est encore en pleine croissance, donc il a la dalle. Il a retrouvé la maîtresse, Madame Merkel, qui ne parle pas français. Mais enfin, la relation est simple. Elle dit on va faire ça, il suffit de répondre ya. Avec un mot, on se débrouille. Comme à Pattaya quand on sait dire capote, ou en télé quand on sait dire Michel Drucker. Alors Drucker, justement, regardez, qui fait la une de Paris Match, perché sur une antenne de télé. Il a la vie d'un pigeon, le malheureux. Vous recevez une fiente sur la veste, vous regardez vers le haut en disant « sale bête ». Il y a Drucker qui répond « pardon ». C'est l'âge, je suis désolé. Oh non. Alors en France, vous savez, c'est simple, il y a le président en haut et en bas des gens qui l'aiment ou le détestent. Eh ben, on commence par ceux qui l'aiment, tiens, les macronphiles.
Alors, Jean-Michel Blanquer, tiens, ministre de l'Éducation, s'est mis cet été à la planche à voile, avec la même grâce qu'un cul-de-jatte qui ferait Danse avec les stars. Il ne savait pas, le malheureux, que Zafar, le dauphin frotteur, sévissait. À un moment, il est tombé dans l'eau, paf! Zafar l'a fait grimper tout en haut de sa voile et lui a mis des étoiles de mer plein les yeux. Là, dans 7 mois, il nous pond d'une sirène. Alors, Nicolas Hulot, lui, est parti. Il a démissionné en direct à la radio, en pleurant, puis a fait sa passation de pouvoir en pleurant. Ça fait 10 jours qu'il pleure. Techniquement, c'est un escargot qu'on fait dégorger. Sa femme va lui foutre de l'ail avec du beurre. Alors, pour le consoler, elle a été obligée de lui lécher le téton, mais à travers la chemise. Ça fait pas pareil. Ou alors, si ça, c'est sa tête quand il jouait, vaut mieux pas le toucher. Sinon, Gérald Darmanin, là, a été intronisé dans la confrérie de l'ail fumé, par des mecs déguisés en gousse d'ail. Quand vous êtes méchant toute votre vie et que vous vous retrouvez en enfer, ce sont des trucs comme ça que vous voyez. Deviens franc-maçon, Gérald. Ça va t'aider en politique, mais membre de l'ordre de la gousse d'ail, tu fais quoi avec ça? Fuir les vampires? Il y en a un seul à La République En Marche, le comte Villeneuve. Puis, il a fait le marché aux puces de Tourcoing. Il a essayé de refourguer sa cape à la con des mecs de l'ail. Et il a tweeté cette photo avec écrit « À l'écoute des habitants ». Être à l'écoute, pour lui, ça veut dire surfer sur Tinder, tandis qu'Anémone le gonfle avec sa life. Il écoute de la même manière que Gilbert Montagnier voit. Cette photo, c'est une métaphore de la politique. On parle et eux sont dans leur bulle. Alors sinon, Blanquer, est allé à Pau. Il a fait un bisou à Zafar le dauphin. Lui a dit « Bébé, je reviens, je vais voir Bayrou ». Le dauphin a répondu ce qui signifie Bayrou, ce loser, mais même moi, je frotterais pas un mec comme ça. Et on voit la complicité. C'est-à-dire que quand Bayrou veut faire un Give Me Five, l'autre reste tout figé. Donc, comme d'habitude, Blanquer, il est tout blanc et raide. 10 fois, on l'a enterré pensant qu'il était mort. Édouard Philippe, enfin, a reçu Roxana Maracineanu, un nouvel ministre des Sports, avec la fenêtre fermée, de peur qu'elle saute alors qu'il lui annonce le montant de son enveloppe ministérielle, 17,20 €. Édouard Philippe, qui s'est décoincé, elle est dans l'été un soir, celui de la victoire de la France en foot. Il a enfilé une chemise en lin zadiste en fin de vie. Les gens se sont mis à crier, putain, regardez, c'est Christophe Maé, il a pris un coup. Mais Castaner lui-même a fait un selfie le soir de la victoire. Les joues bleu, blanc, rouge. On aurait dit qu'il s'était fait bifler par Marianne si elle avait changé de sexe. Mais les macronphobes aussi, ils ont kiffé la victoire. Exemple, Valérie Pécresse, regardez le carnage, une femme à la dérive. Moi, je vois ça, j'appelle Drogue Info Service. Elle a revécu le film Very Bad Trip. Le matin, elle s'est réveillée à 14h dans son vomi. Elle a vu 7 photos, tandis que Zafar, le dauphin, était dans son lit, à lui dire ce qui signifie « alors heureuse ?» Elle s'est dit « oula, j'ai un énorme trou ». Là, Zafar a répondu ce qui signifie « oui, pardon, je suis peut-être allé un peu fort ». Mais regardez Philippot. Philippot, le 15 juillet, on avait presque l'impression qu'il avait des amis. Ouais. Alors que les mecs ne voyaient même pas qui était dans la voiture. Ça aurait été Francis Saul, mais il le checkait pareil. Non mais Philippot, regardez cette joie. Regardez, c'est magnifique. La France black, blanc, 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 blanc. C'est beau. Mais il savait pas, le pauvre, qu'un mois et demi après, il vivrait une rentrée pourrie. Sa fête de rentrée, ça s'est fait devant un rideau avec ses derniers fans. On serait cru à Saint-Maclou quand vous y allez un mardi à 15h et qu'il y a 12 vendeurs pour un client. Laurent Wauquiez, pareil, qu'elle était minable. Il s'est retrouvé à la montagne à crapahuter avec ses 12 fidèles. Comme d'ailleurs Benoît Hamon, qui était dans les Alpes. Avant, à la montagne, t'étais peinard. Tu sifflais de l'agneau, la poêle dans une cabane avec ta cousine ligotée à une chaise si t'habitais dans les Ardennes belges. Et là, il faut se taper Wauquiez, Hamon, mais les marmottes se suicident. Pas étonnant si tout le monde va à la mer. Mais aujourd'hui, Heidi, elle serait obligée de se situer politiquement. Alors, Wauquiez a discuté avec des gens, dont Marivonne, la seule dame de France à se faire coiffer par un serveur de kebab. Vous la mettez sur une tige, elle tourne. Il est aussi allé en Nouvelle-Calédonie, où il a écrasé une malheureuse dame contre son collier de fleurs. Je pense qu'il confond les êtres humains et les abeilles. Après, la nana est allée polliniser quelqu'un d'autre. Alors Jean-Luc Mélenchon, le sexagénaire vénère, lui, s'est enfin calmé.
Hein, il a croisé Macron et ça lui a fait le même truc que Kevin, l'ado timbré qui tape sa mère quand il rencontre Pascal le grand frère. Hein, à Marseille, mais il était tout gentil avec le président, alors que d'habitude, il le hait, il l'insulte. Niveau miracle, Marseille, c'est l'équivalent de Lourdes en ce qui concerne le syndrome de la Tourette. Hein, vous mettez Netanyahou et Mahmoud Abbas face à face sur le Vieux-Port, ils signent la partition de Jérusalem 50-50, puis leur pax. Alors sinon, on a aussi vu Yannick Jadot, hein, l'écologiste inconnu, dans Paris Match cet été, avec Minouche, sa chatte, qu'il est obligé eh bien, de plaquer sur le bureau. Parce que même les bêtes ne veulent pas rester avec lui. Hein, s'il couche avec une dame qui est des morpions, ceci reste sur la dame. Alors il a quand même croisé Yann Arthus Bertrand, hein, l'écolo qui éclate la planète avec son hélico qui pue, et qui même quand il est sur le sol, regarde vers le bas. Hein, c'est un réflexe. Alors c'était l'été, en 1 heure, il a vu 96 paires de sandales et 10 claquettes de chaussettes, et il s'est bien entendu donné la main. Alors en France, vous savez, en France, on a des gens extraordinaires qui ont des dons incroyables. Jack Lang, par exemple. Hein, Jack Lang, il était à Rock en Seine, le festival des rockers anglais qui sentent la bière l'Exemil. Et il a déniché un groupe libanais chantant en arabe. Hein, il est président de l'Institut du monde arabe, donc c'est son job. Même au pôle Nord, dans l'atelier du Père Noël, il est capable de trouver le seul lutin arabe. Hein, le mec, vous l'envoyez au dîner du CRIF, il vous trouve un arabe. Vous l'envoyez dans le 93, il bug, il se met à crier « Ah, mais je peux pas regarder partout !» Arnaud Montebourg, lui, a aussi un don, le don du déguisement. Regardez-le cet été, on dirait qu'il a sauté de la capsule Soyouz et atterri dans un champ. Et en fait, non, il est juste devenu apiculteur. Hein. Avant, il était sexy, maintenant, il ressemble à l'alien de la soupe aux choux. Mais quel gâchis hein, les abeilles, ce sont les Christina Cordula des animaux. Hein, heureusement, bientôt, il n'y en aura plus. D'ailleurs, tiens, Benjamin Griveaux, là, le jeune, s'est réjoui de l'interdiction des insecticides hein, en disant il y a ceux qui parlent et ceux qui font nananananer d'abord. Seulement cette interdiction-là, c'est Ségolène Royal sous Hollande. Alors quand je dis sous Hollande, ça signifie pas qu'ils se sont réconciliés, mais donc c'est Royal qui l'avait fait voter en 2015. Ah ouais. Hein, Griveaux, il pense qu'avant la République en marche, il n'y avait rien. Pour lui, Charles Aznavour a 1 an. Quand il passe sur le viaduc de Millau, il dit « Yes, regardez-moi ça, une telle prouesse technique, ensuite en quoi 14 mois !» Il est fou. Et puis, Anne Hidalgo, lucide quant à son avenir politique, a choisi eh bien, de se tourner vers une carrière prometteuse de pom-pom girl. Alors, c'est facile, il suffit d'avoir le sens du rythme. Méline, s'il vous plaît, vous allez voir, accessoire. Accessoire. Merci beaucoup, mon enfant. Attention, je veux le S, je veux le A, je veux le L, je veux le E, et ça donne quoi ? Non, Paris. Wouh, wouh, wouh. Attention, attention, attention. R, A, T, S, parce qu'il y en a plein partout. Ça donne quoi ? Paris. Oui, Paris. Attention. C, R, A, C, K. Et migrants en train de C, R, E, V, E, R, ça fait Paris. Oui. Courage, madame. Courage, plus que 2 ans. Enfin, je voudrais saluer l'esprit français hein, qui a survécu à la mondialisation. Quand Booba et Caris se battent à Orly, ils se jettent à la tête du Chanel numéro 5 et de la tapenade. Hein. Voilà des patriotes. Quand un terroriste, enfin un déséquilibré là, attaque des gens, on le stoppe en lui lançant des boules de pétanque. La France est là, puissante quoi. Même le coq, symbole français de Christophe Castaner, a trouvé l'amour. C'est lui qui a le pouvoir, c'est son coq qui copule. Ça a changé la politique. Allez, vive la France et vive Paris! C'était Tanguy Pastureau que l'on retrouve ici la semaine prochaine et d'ici là sur mycanal.fr. Voilà, c'était Les Terriens du dimanche, l'émission qui nous permet de savoir quel jour on est. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon, à samedi, 18h45. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.